Bonjour Florent Massot. Salut, bonjour. Vous êtes présent aujourd'hui au Festival Sapresse pour présenter 100 dessins pour Gaza. Exactement, donc un livre de 126 dessinateurs de presse, donc c'était assez logique d'être présent aujourd'hui. Comment a été géré ce projet? C'est Sier qui est à l'origine, je crois. Oui, c'est ça, Jérôme Sier, qui est un des dessinateurs qui expose aujourd'hui, qui est présent pendant tout le festival, et qui a réuni au départ un peu tout, je crois qu'il y a 17 dessinateurs aujourd'hui qui sont présents au festival et qui sont dans le livre, donc ça c'est 17 Français et quelques internationaux. Mais l'idée au départ, c'était de prendre un peu tous ces contacts autour de lui pour réagir autour de Gaza, et en se disant que peut-être certains dessins n'arrivaient pas à trouver leur place dans la presse et les médias classiques. Et donc d'en faire un livre, c'était une idée de pouvoir réunir à la fois les dessins, des censurés et des pas censurés. Et puis de là, ça s'est élargi. Il a commencé, certains dessinateurs ont dit, et dessinatrices, on dit on connaît quelqu'un aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Espagne. Et donc le projet est devenu international. Et aujourd'hui, il y a vraiment dans ce livre plein de nationalités différentes, des gens qui dessinent pour El País, pour le Guardian, pour des grands médias internationaux. Donc il y a aussi Joe Sacco et Art Spiegelman qui sont un peu les maîtres du genre dans le reportage dessiné. Donc Art Spiegelman qui avait fait Moss, Joe Sacco qui a fait beaucoup de reportages dessinés sur la Palestine et sur Gaza. Et donc on est très content aussi qu'ils ouvrent ce livre comme une sorte de préface dans ce bouquin qui est sorti en janvier en librairie et qui est destiné aussi à être traduit d'ailleurs dans d'autres langues. Là on vient de céder les droits aux Grecs et donc ils vont le traduire et le sortir en juin. Donc on est très content et on espère sortir dans d'autres pays. L'idée étant bien sûr de reverser les bénéfices donc à une association, puisque le principe aussi pour Jérôme c'était que ce livre à la fois ait un double niveau, un niveau effectivement de transmission d'informations, etc. Mais aussi que ça puisse profiter aux Palestiniens et notamment à Gaza. C'est pour une association de journalistes palestiniens, je crois. C'est ça, c'est le PJS, qui est le syndicat des journalistes palestiniens, qui regroupe à peu près 4 journalistes sur 5 à Gaza. Qui est un syndicat qui est rattaché à la Fédération internationale du journalisme à Bruxelles. Et donc c'est à eux en fait qu'on va reverser les bénéfices. Donc 5 € par livre vendu quand c'est en librairie, 12 € quand c'est en direct, parce qu'il n'y a pas la marge libraire, donc on peut dégager plus de marge dans les ventes en direct. Et donc grosso modo, là il y a un premier chèque qui part la semaine prochaine de 10 000 €, et puis un autre qui va suivre de 10 000 €, et on espère pouvoir verser entre 40 et 50 000 € à la destination donc, des journalistes, qui sont quand même ceux qui ont tenu l'information pendant 2 ans, qui est sous des conditions très complexes. Certains de ces journalistes vivent sans toit, beaucoup, la totalité quasiment ont perdu des membres de leur famille. Et l'idée c'est aussi que ça profite aux veufs et aux veuves de ceux qui sont morts pendant ce génocide. Et donc c'est de l'argent qui va vraiment profiter directement à ces familles et à ces journalistes. Le livre s'appelle 100 dessins pour Gaza, mais je crois qu'il y en a même 126. C'est la preuve que les dessinateurs ont répondu présent. Oui, c'est ça. Au départ, c'était 70 dessins, puis après, c'est devenu 100. Alors, un peu, c'était l'objectif de Jérôme, d'essayer de réunir 100, et puis on a arrêté à 126. On aurait pu continuer. Je pense qu'on aurait pu vraiment 100%. Enfin, je crois qu'il y en a un qui a peut-être décliné, mais sinon, on peut dire que sur 127, il y en a 126 qui ont répondu tout de suite. Ça a été immédiat sans réfléchir. Jérôme Sier, c'est un dessinateur qui travaille pour Mediapart, je crois. Oui, il travaille pour pas mal de médias, effectivement. Ça fait partie de ces dessinateurs qui dessinent beaucoup pour la presse indépendante. Et donc moi je suis très content de travailler avec lui, puis avec tous ces dessinateurs. Ils se sont beaucoup mobilisés. On a fait vraiment de nombreux événements en France. Et ce que je veux souligner aussi, c'est que la librairie a vraiment joué le jeu. C'est pas évident aujourd'hui parce qu'ils sont en première ligne et souvent ils peuvent être attaqués, leur vitrine, ils peuvent être attaqués même physiquement par ceux qui sont contre ce livre ou les propos tenus dans ce livre. Et donc c'est très courageux de leur part d'organiser ces manifestations. On a eu vraiment les grandes librairies de France, tout comme des librairies indépendantes. Ça va des 400 coups avec Philippe Poutou, effectivement, à Bordeaux, qui va faire un événement le 18 mars à Bordeaux, à Sorens à Montpellier ou Ombre Blanche à Toulouse, qui sont quand même des très grosses librairies. Donc on est vraiment content que la librairie ait joué le jeu. C'était pas évident, c'était pas gagné. Comment est venue l'idée à Sier de partir sur ce livre ?
Je pense qu'en fait, à un moment donné, il s'est dit j'en peux plus, je ne sais plus comment garder ces émotions, cette douleur et cette empathie qu'il a avec le peuple palestinien. Et il s'est dit on ne peut pas laisser comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, lui, son moyen, c'est de dessiner. Moi, mon moyen, d'ailleurs, quand il m'a parlé du projet, j'ai dit bah oui, tout de suite, parce que mon moyen, c'est de faire des livres. Et donc, l'idée, c'est vraiment, avec nos moyens, chacun, qu'est-ce qu'on peut faire? Là où est-ce qu'on est le meilleur, le plus efficace? Et lui, c'est le dessin, c'est la connaissance aussi de tous les dessinateurs. Et moi, c'est les bouquins. Et en fait, on est à notre place et on fait le job, et les libraires font le job, tout le monde fait le job. Et c'est ça qui est important dans cette chaîne. J'imagine que c'est un projet, oui, qui a dû tout de suite vous exciter, parce que vous avez quand même une maison d'édition qui a une ligne éditoriale assez iconoclaste, on va dire. Oui, dans notre 360, dans la forme, parce qu'on fait de la bande dessinée, on fait du roman, on fait de l'essai. Donc on fait un peu toutes les formes, mais il y a toujours quand même un fond politique, dans le sens où il y a une volonté de transmettre un fond. On n'est pas que dans le divertissement, il y a déjà beaucoup de maisons pour ça. Et nous, on essaye de rajouter un fond qui parfois peut déranger. Et donc, c'est l'intérêt aussi d'avoir une maison d'édition indépendante. C'est que ça se passe un peu entre moi et moi. C'est-à-dire que je décide un peu des livres que je vais publier. Sachant que comme il y a mon nom aussi sur la couverture, parce que c'est Massot Édition, c'est aussi un engagement de ma part. Ça fait 43 ans que je fais de l'édition. Et j'ai choisi, sur ces 43 ans, de mettre mon nom sur les couvertures. Parce que je veux pouvoir les revendiquer en disant voilà, je n'ai pas honte de les avoir faits. Alors après, on évolue sur 43 ans, il y a des trucs où je suis moins d'accord aujourd'hui, c'est clair, parce qu'on évolue dans nos pensées, dans nos rapports au monde, etc. Mais par contre, à l'instant T, c'est un engagement important. Et pour Gaza, oui, ça me semblait bien sûr ne pas faire, en tant qu'éditeur indépendant, un bouquin autour du sujet, me semble une aberration. Sur le traitement médiatique qu'on retrouve sur Gaza en ce moment, par exemple, là, il y a un scandale qui vient d'éclater en gros sur les moyens de communication israéliens qui avaient vraiment mis le paquet pour communiquer après la guerre, par exemple. En France, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un traitement de l'information neutre? Non, c'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique. Et d'ailleurs, on voit bien que le livre Sans dessin pour Gaza, pour l'instant, est complètement blacklisté. On n'est pas du tout représenté dans la presse, à tous les niveaux. Donc il y a quand même Willem qui a réussi à imposer un article dans le Canard enchaîné, je crois. Mais sinon, même les dessinateurs, en fait, eux-mêmes n'arrivent même pas à imposer dans leur rédaction la visibilité sur ce livre. Et vous sentez un boycott? C'est une forme d'autocensure, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais dite vraiment, mais bon, il y a 10 bouquins sur la pile et celui-là, on le met de côté parce que c'est source d'emmerde. Nous-mêmes, on a reçu des menaces sur les réseaux, etc. Et c'est vrai qu'il y a toujours un truc, et c'est là où en fait les haters sont forts, c'est que forcément, on se dit, est-ce qu'on y va? On va s'en prendre plein la gueule, il faudra gérer. C'est un peu comme les procès Bayon. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire, bon, ok, j'ai la forme, j'ai la santé pour affronter le truc, mais ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, je pense que les journalistes et les journaux, il y a une forme de lâcheté, tout simplement, à ne pas parler. Là, parfois, c'est bien pire que ça, parce que souvent, on voit qu'il y a aussi une organisation de communication qu'a organisé Israël avec les médias français, où on voit bien qu'il y a des gens qui sont payés directement. C'est dramatique en fait. Donc vous parliez de la responsabilité que vous endossez, un peu comme un directeur de publication dans un grand média qui a la responsabilité de sa ligne éditoriale. Vous, parmi les grands succès de la maison d'édition, je crois qu'il y a Juan Branco, il y a Valérie Trierweiler, merci pour ce moment. On peut aussi attribuer, je crois qu'il y a le film Baise-moi aussi, qui était assez... Le livre de Virginie Despentes, donc c'est vraiment des ouvrages engagés. Oui, c'est ça, c'est un peu l'idée d'une maison d'édition indépendante, c'est qu'est-ce qu'elle peut apporter comme espace d'expression complémentaire. Aujourd'hui, 90% des maisons d'édition sont détenues par 10 oligarques qui détiennent, donc, quand vous rentrez dans une librairie, 90%, il y a 10 personnes derrière qui sont 10 milliardaires. Et donc nous, on doit apporter ce complément, sinon ça ne sert à rien, franchement. Si c'est pour faire la même chose que Hachette ou Gallimard, en fait, ça ne sert à rien. Donc, comment est-ce qu'on
on ouvre un espace d'expression où on peut apporter autre chose. Et Baise-moi, qui avait été refusé par toutes les maisons d'édition de France, voilà, j'ai pu offrir cet espace à Virginie pour son premier livre et son deuxième. De la même manière, Juan Branco, on lui a permis de publier Crépuscule. Et voilà, ce sont des espaces vraiment pour ces livres-là qui ne trouvent pas leur place ailleurs. Pour Merci pour ce moment, c'était avec les Arènes, parce que pendant 4-5 ans, j'ai bossé avec les éditions des Arènes, qui à l'époque était une maison d'édition indépendante, et on avait fait effectivement ce livre. Et de la même manière, je pense que nous étions les seuls à pouvoir sortir ce livre sans que Hollande soit au courant. Et en fait, on a mené ça à bien, Laurent Beccaria, l'agent de Valérie et moi. Et donc, c'était une équipe très, très, très rapprochée, soudée. Il est clair que si ça avait été un éditeur du groupe Hachette, il aurait été obligé d'en parler à l'actionnaire, qui lui-même en aurait parlé à Hollande, et le bouquin n'aurait pas existé. Donc ce sont vraiment des livres, et c'est souvent la question que je me pose aussi, c'est est-ce qu'on est les mieux placés pour le faire? Parce que moi, je ne cherche pas à faire des livres si d'autres peuvent les faire. Sur Gaza, je me suis dit, on est bien, parce que on va pouvoir contrôler vraiment la répartition, les bénéfices, les ventes, ce que je ne suis pas sûr que les maisons dans les grands groupes feraient la même chose par rapport à la redistribution. Et puis je pense qu'en plus, ils auraient dit non, il faut aller sur MSF ou sur je sais pas quoi, dans des grandes ONG. Alors que nous, dès le départ, on voulait pas passer par une grande ONG, on voulait vraiment passer directement par des associations qui sont sur place. Vous avez sorti un livre récemment, c'est sur Solo, Note mon nom sur ta liste, qui est vraiment une des figures de l'underground du hip-hop. On en avait parlé la dernière fois aussi. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais le dessin, et j'étais tombé sur un ovni, un fanzine qui s'appelait Intox, qui était un petit peu un HIP-HOP du graffiti. Moi, je me souviens que j'avais la chance d'avoir mon buraliste qui le vendait. C'était pas distribué de partout. C'est quelque chose que les gens connaissent pas forcément de vous, ce fanzine Intox? Oui, alors il se trouve qu'à la fin des années 80, j'ai pu vivre le début du hip-hop, entre la mi-80, fin 80, avec l'arrivée du hip-hop, et donc la danse, le graffiti, la musique. Et donc j'ai fait, effectivement à ce moment-là, j'étais déjà éditeur en fait depuis l'âge de 17 ans, et donc j'en avais à peu près 25 à l'époque. Et donc de la même manière, on ne pouvait pas passer, si on s'intéressait à la culture, qu'on était jeune et qu'on avait accès à la culture de la rue, en plus qu'on habitait Paris, on ne pouvait pas passer à côté de cette culture qui était en train d'émerger, qui était incroyable de créativité. Et donc j'ai effectivement publié Paris Toncar, qui a été le premier bouquin sur le graffiti en Europe, et puis Intox, qui était un journal, le journal des cultures de la rue, donc qui au départ était gratuit, puis ensuite a été diffusé en kiosque, ce qui était assez incroyable, parce que du coup, on en a distribué 20 000 dans tous les kiosques et les bureaux de tabac de France. À un moment où le graffiti était vraiment émergent, et d'ailleurs il n'y avait pas Internet encore. Du coup, c'était vraiment par les livres, par les journaux, que les gens pouvaient regarder ce que c'était, un peu que le lettrage, le tag, etc. Et donc, effectivement, ça a été une période très importante. Et je pense qu'encore une fois, être éditeur à 25 ans dans la région parisienne en 89-90, c'était logique. Et après, vous faisiez référence à Bizot. Effectivement, il y a eu des croisements avec Jean-François, avec Nova, avec Actuel. Donc j'ai publié aussi des gens d'Actuel. On passait souvent sur Gassio aussi, Radio Nova. vous publiez Bruno Gassio, je crois, qui était Canal. Voilà, et c'est vrai que l'époque Canal nous donnait beaucoup de visibilité dans les années 90. Moi, je crois que j'avais, 4 à 5 auteurs qui passaient sur Canal+ par an, ce qui donnait une visibilité de 3-4 millions à chaque fois à nos livres. Et donc on avait cette visibilité qu'on a complètement perdue. Aujourd'hui, j'ai pas un seul média déjà sur lequel on passe 4-5 fois, et avec une telle visibilité. Donc on a perdu quand même des espaces, même si aujourd'hui Nova est en train de revenir avec des émissions qui sont beaucoup plus proches de l'esprit de Jean-François que ces dernières années. Donc ça, c'est très bien. Mais bon, c'est pas suffisant. On aurait besoin de beaucoup plus, en fait. Je me souviens d'une anthologique d'Intox ou de Bando, héritier de la famille Lehman Brothers, je crois. Et puis aussi, on pouvait retrouver Mode2, Face2, des signatures comme ça qui étaient vraiment... C'est ce qui a permis de connaître ces grands artistes en France. Oui, d'ailleurs, on a fait une exposition qui s'appelait Paris Graffiti, qui était dans un... je connaissais une fille dont le père vendait un hôtel particulier, et qui avait dit, si tu veux faire des expos, il y a 3 mois là de latence, donc si tu veux faire des expos, je te passe le lieu. Et donc elle m'avait dit, tiens, je sais pas quoi faire, tu veux pas faire une expo sur le graffiti? Et donc on avait fait cette expo en parallèle d'une expo officielle que le ministère de la Culture organisait avec Jacques Lang, qui était à Chaillot.
Et en fait, un certain nombre de dessinateurs new-yorkais ne faisaient pas partie de l'exposition officielle. Et donc quand on en avait échangé avec Futura et avec d'autres dessinateurs, avec John Wan qui arrivait en France en fait à l'époque, on avait décidé de faire cette expo avec des toiles qui n'étaient pas exposées, soit des peintres qui n'étaient pas du tout exposés dans l'expo et qui sont venus de New York exprès, soit d'autres peintures qui n'avaient pas été prises dans l'exposition officielle. Et on a fait une expo pendant un mois, ça a été un feu d'artifice vraiment. Il y avait Loïc Dury au platine, et Gilbert. C'était vraiment un truc assez fou avec tous ces peintres. Donc effectivement, ça a été ce croisement aussi, je crois que c'est 92, où là il y a les Américains aussi qui arrivent en France, il y a une espèce d'échange franco-américain, dont effectivement Bando est un des instigateurs et responsables, parce que en tant que fils effectivement de Lehman, il faisait la navette entre New York et Paris, et il faisait partie de ces Français qui allaient beaucoup à New York. Comme les Cassel ou Kassovitch, quoi. Voilà, comme effectivement Cassel, et aussi comme Akhenaton qui avait de la famille à New York. Et comme Solo, qui lui, sans argent, arrivait à se démerder, effectivement, et avait réussi à rencontrer un peu le gratin, le Gotha français là-bas, et donc qui l'hébergeait. Et c'est comme ça que ces petites poignées, ils sont une dizaine. Il y avait un journaliste aussi qui était ami avec Madonna, je crois, français, qui était sur place. Oui, je sais plus. Il y avait Mr. Freeze aussi, qui était un franco-américain danseur, donc qui était un des grands danseurs de hip-hop. Donc voilà, c'était un petit groupe. Oui, effectivement, Bernard Zécry. Oui, c'est ça. Et donc voilà, c'était un petit groupe d'une dizaine de personnes. Et c'est vrai que Bando, il a participé à ça. Ils ont amené le graffiti en France, dans les rues. Et c'est comme ça que ça s'est diffusé, peut-être plus rapidement même que dans certains autres pays. Je pense qu'en Allemagne aussi, il y avait une connexion par les GI, parce qu'il y avait encore les bases américaines à Francfort et autres. Donc il y avait encore un vrai échange américain et allemand. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est diffusé et ça a été une traînée de poudre. Moi, j'ai arrêté en 94 parce que j'ai vu le truc commencer à devenir un peu C'était plus assez underground pour vous. Ouais, c'est ça, et notamment au niveau de la musique, c'est sûr que là, il commençait à y avoir des majors, des trucs, et le business s'emparait du truc, et je me suis dit, on va aller ailleurs, voilà. Et c'est un peu l'idée de mon parcours d'éditeur, c'est toujours de créer des nouveaux espaces, car à un moment donné, ils peuvent être récupérés, et là, moi, je vais ailleurs à ce moment-là, quoi. Vous avez gardé cette fibre underground. Oui, c'est naturel, c'est pas, c'est quelque chose de spontané, c'est que bon, comme ce métier de passion fait que je suis toujours attiré par les nouveaux, par l'instant présent. Et donc voilà, l'émergence. Oui, ça m'empêche pas de revenir quand on a fait le bouquin sur Solo, par exemple. Ça m'a fait très plaisir de faire un bouquin sur ces années que j'ai vécues. Et je me suis senti aussi légitime parce que je me suis dit, tiens, ça c'est une période que j'ai connue, donc je vais pouvoir travailler avec Solo sans qu'on dise de conneries. Et donc un autre éditeur peut-être n'aurait pas été aussi attentif. Et donc voilà, ça m'empêche pas de rééditer. J'ai réédité Paris Toncar parce qu'il y avait une demande et les gens ils disaient on ne trouve plus, etc. Donc, mais en général, je reviens un peu sur le passé quand même parce qu'il y a tellement à faire sur le présent que déjà ça m'occupe 100% du temps. Merci. Merci beaucoup.